Alors, justement, puisqu'on parle de Ten Hag, ancien coach de Manchester United, il a eu le temps de se rassurer peut-être ces derniers mois en se disant que c'était pas forcément lui le problème ou uniquement le problème à United. C'est toujours aussi chaotique là-bas, Julien, hein. Début de semaine épouvantable en Coupe de la Ligue, qui finit par une victoire douloureuse dimanche en Première Ligue. Raconte-nous un peu la folle semaine de United qui ne nous surprend pas tellement, même si ils ont quand même enregistré peut-être la défaite la plus humiliante de leur histoire. Oui, au pas loin en tout cas, hein, cette défaite mercredi soir à Grimsby Town, une équipe de 4e division en Coupe de la Ligue. Donc le premier tour pour les clubs de Première Ligue, après avoir été menés 2-0 pendant la quasi-totalité du match. Ils sont revenus en fin de match de 2. Il n'y a plus de prolongation dans cette Coupe de la Ligue anglaise non plus. Donc on est allé directement au tir au but et ils ont trouvé le moyen de perdre au tir au but, malgré le fait que Cunha et Bruno et Mbomo et Šeško étaient encore tous là sur le terrain à tirer des pénaltys contre des joueurs qui étaient encore, pour certains, amateurs il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vrai qu'elle a fait très mal cette défaite du mercredi soir. Elle a forcément entraîné toute une série de critiques un petit peu partout, que ce soit surtout dans les médias. Et puis bien sûr, on le sait, les auditeurs qui sont supporters de United qui nous écoutent le savent très bien, que ça fait aussi vendre Manchester United. Et donc parfois, les choses sont encore plus amplifiées parce que c'est United, parce que c'est le plus grand club anglais, ou un des plus grands clubs anglais, un des plus grands clubs du monde. Donc on a beaucoup parlé de cette défaite qui fait très tâche, bien sûr, qui a été humiliante, assez pathétique dans la façon dans laquelle elle est arrivée, parce que même si United, au final, revient à 2-2 en fin de match, ils sont dominés en première période, notamment. Il n'y a même pas photo. Si je te montre le match et que tu ne sais pas quelle équipe est qui, et que je te demande qui est l'équipe de Première Ligue, qui est l'équipe de 4e division, tu m'aurais dit Grimsby et tu m'aurais dit United, mais pour l'inverse. Ça vaut quoi une 4e division anglaise, Julien, sincèrement, quoi. On est Ça quand même sur des joueurs vaut. qui sont professionnels, j'imagine. Ouais. Oui, professionnel, oui, parce que les 4 premières divisions sont professionnelles en Angleterre, donc tu gagnes assez bien ta vie, on va dire. C'est du 4 000 € par mois, par exemple, en Mm. moyenne, ou un tout petit peu moins en moyenne, donc c'est très raisonnable, mais c'est quand même des joueurs limités. C'est une division qui est quand même très physique, d'accord, avec pas mal d'intensité, un petit peu à l'ancienne du kick and rush anglais, mais c'est à peu près tout, quoi. Et pourtant, il n'y avait rien du tout pendant 70 minutes, ou pendant 1 heure, on va dire, côté Manchester United. Alors, il avait fait tourner Amorim, mais il avait quand même joué avec une défense à 3 contre une équipe de 4e division qui jouait avec un seul attaquant, qui est un joueur, Garner, qui est un joueur très moyen. Donc ça a fait très mal cette défaite. Et puis ensuite, il y a eu bien sûr la conférence de presse assez hallucinante de Ruben Amorim vendredi, donc pour l'avant-match du match de championnat de Burnley, samedi après-midi, où il dit notamment que parfois il déteste ses joueurs, parfois il a envie de démissionner, il a envie de tout quitter, que c'était moi, j'admire sa transparence, son honnêteté. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui est très bien, mais pas à ce moment-là, pas dans ce milieu-là, pas pour un club comme Manchester United, parce que je pense qu'il montre un côté très immature aussi. Ruben Amorim, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions en lui, qui transmet cette émotion-là, qui l'exprime beaucoup, très forte aussi. Et ça a des bons côtés, et parfois ça a vraiment des mauvais côtés. Parfois, il faut pas être honnête. T'as pas besoin d'être honnête. T'es pas obligé de dire que tu détestes tes joueurs par moment. C'est pas bon. Si t'es un joueur qui entend ça, même quelqu'un du club qui entend ça, c'est pas ce que tu veux entendre quand tu es le patron de Manchester United ou quand tu es un joueur de Manchester United. C'est pas ce que tu veux entendre. Pour moi, encore une fois, on en a parlé beaucoup la saison dernière dans sa communication. Je trouvais qu'il se trompait très souvent dans ce qu'il pouvait dire à la presse, aux médias. Alors, soit il était encore une fois trop transparent, trop honnête, et parfois pas assez intelligent finalement dans ses réponses, et peut-être cette émotion-là qui laissait trop transparaître. Là, c'était encore une fois le cas. Il a mangé cher après cette conférence de presse, parce que beaucoup de gens se sont étonnés de ce qu'il a pu dire, et donc notamment du fait qu'il pouvait détester ses joueurs à un moment, haïr ses joueurs, il a quand même dit, hein. C'était assez fort. Et donc on attendait tous le match de Burnley, et il faut dire avant tout que Manchester a fait une très bonne première période, notamment une très bonne demi-heure où ils peuvent facilement mener 3-0. Mbomo peut marquer un triplé en l'espace de 15 minutes. Donc il y avait beaucoup de choses positives dans ce qu'on a vu dans le jeu sur la première demi-heure. Et puis après, ça c'est comme souvent, malheureusement, depuis qu'Amorim est arrivé il y a maintenant un peu moins d'un an, ça s'est compliqué en seconde période. Ils ont laissé Burnley revenir. Ils ont fait des grosses erreurs qui ont coûté des buts. Tu ne suis pas le marquage, tu ne gagnes pas les duels, tu ne gagnes pas les seconds ballons. Et ça, c'est pas possible à ce niveau-là, et pas pour un club comme Manchester United. Et au final, ils s'en sortent sur un penalty miraculeux, parce que jamais il doit y avoir faute, jamais le jeune Anthony de Burnley doit faire faute sur Ahmad. Bien sûr qu'il y a penalty, mais jamais ils doivent faire cette faute-là à ce moment-là du match. Donc ils s'en sortent miraculeusement. Et comme l'a dit Amorim après le match, c'est pas un turning point, c'est pas un déclic finalement ce match-là, parce qu'on l'a déjà vu ces matchs-là la saison dernière où ils arrivaient à s'en sortir à la dernière minute, mais finalement les problèmes étaient toujours là. Donc je ne sais pas ce qui va se passer après la trêve internationale, mais en tout cas cette semaine qui vient de se passer, elle a été très Manchester United.
Exactement. Je rappelle le bilan d'Amorim depuis qu'il est arrivé en novembre 2024. 8 victoires en 29 matchs de Première Ligue pour l'entraîneur portugais. Manchester United est 9e de Première Ligue, c'est très chaud. United qui a dépensé 250 millions d'euros quand même cet été. 250 millions d'euros. Il faut réaliser avec un nouveau gardien qui vient d'arriver aussi d'ailleurs, Senel Lamens. Oui, ils ont choisi Lamens plutôt que Emiliano Martinez d'Aston Villa, avec qui ils ne sont pas vraiment mis d'accord. Ils ont préféré la jeunesse de Lamens qui n'a qu'une saison derrière lui en Belgique avec Antwerp, où il a été très bon sur sa ligne. Non, il a un pourcentage d'arrêt réussi très élevé, un des plus élevés en Europe, donc c'est très bien. Mais c'est 20 millions d'euros, un peu plus, pour un joueur qui est encore une fois très inexpérimenté et qui va venir avec Bayindir et Onana pour trouver un peu. Mais il y a quelque chose, juste pour finir sur une touche un peu plus marrante, il y a un supporter de Manchester United sur les réseaux sociaux qui avait promis de se couper les cheveux. Enfin, oui, j'ai vu ça. Les cheveux. T'as vu ça? Je sais pas si tu avais vu ça. Je sais pas pour les auditeurs qui l'ont pas vu. 5 victoires consécutives, il se coupe les cheveux. Consécutives. Eh ben, sincèrement, il ressemble à un mélange de Marge Simpson, de David Luiz, de, je sais pas moi, les plus grosses touffes que vous pouvez imaginer, le pauvre Tahiti Bob, tout à fait, voilà, tout ça. Parce que depuis qu'il a lancé ce... Pour les plus anciens. Voilà, pour les plus anciens. Depuis qu'il a lancé ce pari à lui-même, qu'il s'est lancé ce pari à lui-même, ils ont pas gagné 5 matchs. Ils sont arrivés, je crois, une fois. Mais lui, il a gagné 1 million d'abonnés en revanche sur ses réseaux. Ah oui, lui, il fait fureur maintenant. Mais voilà, je lui souhaite quand même qu'il aille chez le coiffeur bientôt. Tu as l'histoire marrante aussi du gardien de Grimsby, enfin marrante, c'est un peu désolante, qui s'appelle Christy Pym, gardien de Grimsby Town, qui a sorti donc United en League Cup, qui a dit après match: je suis un supporter de Manchester United depuis toujours, donc je suis à moitié en colère. Tout le monde est complètement effondré. On part à Mercato aussi. On verra ce que disent les supporters, parce que on n'est pas dans une culture où on réclame absolument le départ d'un entraîneur à Manchester United. Non, pas du tout. C'est pas, voilà, David Moyes l'a connu ça, Ole Gunnar Solskjaer, José Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag pour les Néerlandais. C'est pas une pression qui vient beaucoup d'Old Trafford non plus, quoi. Non, c'est vrai. Et puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de supporters qui veulent y croire. Et sincèrement, je pense que c'est un très bon jeune coach et qui malheureusement, qui montre cette immaturité dont je parlais tout à l'heure, ce qui est vrai dans ses conférences de presse, mais aussi peut-être dans son jeu, et le fait qu'il soit aussi têtu avec son système de jeu et cette défense à 3 et sa tactique en 3-4-2-1 avec les 2-10 à l'intérieur. Il n'y a pas d'équipe qui joue comme ça. Il y a une raison, à mon avis, pour laquelle il n'y a aucun autre grand entraîneur, notamment, qui joue comme ça. Et pas simplement la défense à 3, mais tout ce qu'il y a autour aussi. Et le fait qu'il soit très dogmatique dans le point, il ne veut pas changer, il ne veut pas vraiment écouter les critiques non plus. Je pense que ça attise aussi un petit peu la frustration, même des joueurs à l'intérieur du vestiaire. Il y en a pas mal qui ne comprennent pas trop, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas autre chose. Donc il y a ça aussi, mais il avait besoin d'un milieu de terrain et ils n'ont pas recruté de milieu de terrain. J'ai du mal à comprendre pourquoi, à un moment, dans un système pareil qui dépend énormément de ton activité au milieu de terrain, pourquoi est-ce qu'on a encore un Casemiro qui est titulaire, Bruno qu'on fait jouer plus bas, alors que forcément tu as besoin de lui plus haut sur le terrain, plus près de la surface adverse. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce club qui dépendent finalement pas que d'Amorim lui-même. Mais c'est vrai que parfois il n'aide pas non plus son gars. Oui, Luke Shaw avait dit cet été, il parlait d'une ambiance toxique à Manchester United, d'un environnement malsain au sein du club. Tiens, il y a cette phrase de Mike Tyson qui illustre bien ce que fait Amorim, qui ne veut pas changer. Il a un plan rigide, tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'on lui donne un coup de poing en pleine figure. C'est Mike Tyson qui avait dit ça, tu vois. Ouais, et ben, pour l'instant, il ne change pas. Tu ne veux pas regarder les tirs au but contre Grimsby. Moi, j'ai du mal avec ça. Alors après, oui, peut-être qu'il n'aime pas regarder les tirs au but, mais pour moi, et encore plus à Manchester United, l'entraîneur ou le manager doit être un vrai leader. Un vrai leader, ça déteste pas ses joueurs, en tout cas, ça le dit pas publiquement. Ça ne te cache pas pour regarder un penalty ou une séance de tir au but contre une équipe de 4e division. C'est pas possible. Sur Alex Ferguson, il aurait jamais fait ça, par exemple. Les autres, j'en parle pas, et c'est pas bien en ce moment d'avoir été entraîneur de Manchester United, parce que Solskjaer s'est fait virer, Ten Hag s'est fait virer cette semaine, Mourinho s'est fait virer toute cette semaine, donc c'est pas bon d'avoir été entraîneur de Manchester United, mais quand même. Et moi, ce manque de leadership finalement qu'il ne transmet pas comme ça publiquement, ça me gêne un petit peu, mais j'espère qu'il va arriver quand même à. Tu penses qu'il va y arriver, ou est-ce qu'ils vont vivre encore une saison en enfer? Je sais pas. Le fait qu'ils n'aient pas de Coupe d'Europe cette saison, c'est un point très positif pour eux, parce qu'ils vont avoir beaucoup de temps pour préparer leur match de championnat. Et de toute façon, il va falloir le faire très vite, parce qu'ils ont City et Chelsea qui arrivent lors des 2 prochaines journées. Donc déjà, il va falloir qu'ils se remettent très vite dans le bain après la trêve internationale. Mais je lui souhaite, parce que de toute façon, même pour le football anglais, il faut que Manchester United soit bon. Parce que on l'a dit, c'est quand même l'un des plus grands clubs du monde. Et c'est pas bon de le voir comme ça, même si nous, en termes pour les médias, c'est du pain béni finalement de voir tout ça, de pouvoir parler de tout ça, etc. Mais c'est vrai que non, il va encore avoir un petit peu de temps, mais pas non plus beaucoup de temps.